Pour finir, Aline porte également un gilet arborant des motifs fleuris et colorés, comme on peut voir sur ce panneau de soie. Et sa coiffure, notre principale création, est en mousseline de coton. C'est très vaporeux et ça représente sa science, son savoir, sa connaissance et sa spiritualité, car dans notre spectacle, Aline est notre guérisseuse. C'est une femme des Lumières avec de la connaissance et du savoir, et sa coiffure représente sa science. Merci. Bonjour à tous. Donc maintenant on va répondre, on a choisi donc de répondre à la question imposée. Parlez-nous de la coiffe de votre territoire sur une période de 50 ans. Donc les coiffes que nous allons vous présenter sont toutes des coiffes de grandes cérémonies du pays de l'Orient, plus particulièrement de la partie occidentale du territoire. Donc la coiffe se présente, alors elle possède deux parties, donc un grand béguin en coton, si tu peux, voilà, te tourner, merci. Donc un grand béguin en coton qui couvre quasiment la totalité des cheveux, puisque là nous sommes en 1880 avec Madame Romieux, une riche armatrice de l'île de Groix. Le béguin, donc, il est fixé sur les cheveux à l'épingle et relié sous le menton à l'aide de deux tresses, voilà, qui viennent se nouer sous le cou. Le béguin est agrémenté de deux ailes ou garnitures qui sont là en mousseline de coton brodée. Ensuite, on passe à la coiffe. Donc la coiffe, elle est elle aussi composée d'un bonnet qui va recouvrir le chignon. Le bonnet est en tulle ou en gaze. Ensuite, on a une grande passe, donc, qui est la partie centrale de la coiffe, qui elle aussi est en gaze doublé ou en tulle doublée, en fonction de la richesse de la personne. Et donc, cette passe, elle est bordée de dentelles qui pouvaient être mécaniques ou manuelles, donc en fonction aussi là, de la richesse de la personne. Ensuite, on passe dans les années 1900. Donc là, Églantine porte donc la coiffe de cette époque. On peut toujours observer que la coiffe est assez tombante au-dessus des oreilles. La seule différence avec la coiffe précédente, c'est simplement que les ailes du béguin ont été relevées, donc elles se sont remontées. D'accord ? Ensuite, on arrive plutôt en 1915. Donc Mathilde et ses sœurs sont passées chez le photographe. Et donc là, on peut voir beaucoup d'évolutions. Alors, on est en fin de Première Guerre mondiale, donc il y a les modes de la ville arrivent dans les campagnes. Et donc là, on voit un travail qui va être beaucoup plus important sur la coiffure, notamment devant, avec l'apparition de coques ou de crans. La coiffe, elle aussi, on va la faire évoluer, puisque maintenant, en fait, les ailes du béguin qu'on avait relevées précédemment, on va les attacher à la coiffe, ce qui va permettre d'avoir une forme de coiffe qui va être beaucoup plus plate au-dessus de la tête. On peut également voir sur Mathilde qu'elle porte un rond dans le fond de son béguin, donc ce qui a été fait avec du crin et de la tresse blanche, donc noire et blanche alternée, et ça permettait en fait de structurer le fond du béguin, de structurer le chignon et l'arrière de la coiffe. Merci. Ensuite, on arrive en 1924, donc c'est le mariage des époux, le corps. Donc là, on voit encore un travail important sur la coiffure, notamment la coque, avec une petite coquetterie dans les cheveux avec le port de bijoux. La coiffe est toujours plus relevée, donc ce qui veut dire aussi que le fond du béguin va se rétrécir, puisque la coiffe va se remonter. D'accord ? Et enfin, là, c'est monsieur et madame Huel ont participé à la noce. Donc, elle a revêtu sa plus belle parure. Là, on peut voir encore une évolution. Donc, la coiffe continue de se relever, mais on va voir aussi que les broderies
hein, donc, qui vont beaucoup évoluer. On va voir là des grosses fleurs ou des araignées qui sont typiques de cette période, donc, qui demandaient un amidonnage un petit peu plus fort. Donc, je ne vous ai pas parlé de l'amidonnage, mais c'est un amidonnage classique, donc à l'amidon de blé, à cru puis à cuit. Voilà. Merci. Merci à vous pour cette présentation. Alors maintenant, on va suivre une petite partie de questions et d'échanges avec vous. En tant que présidente du jury, je me fais la porte-parole du jury. Donc toutes les questions ne sont pas de moi, mais c'est moi qui les pose. Alors on va revenir peut-être sur votre projet de création que vous avez présenté en premier. Vous partez sur une création sur une période quand même assez étendue du 18e au 19e siècle. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes positionné dans vos choix pour avoir quand même une base qui est toujours similaire, une longue jupe, un élément du haut qui maintient le haut du corps, une petite chemise. Donc on s'est dit que cet élément, en fait, on pouvait le garder comme une base non différenciée du 18e au 19e siècle. Ensuite, on a inséré des éléments qui sont vraiment propres à notre terroir parce qu'ils perdurent assez très longtemps en fait. Par exemple, la technique de fronçage de la jupe, par exemple le petit corselet dont la coupe, vous avez peut-être remarqué l'échancrure ici dans le dos et autour du bras, sont caractéristiques de ce qui a constitué notre corselet dans les années 1860, qui ensuite a été attaché à la chemise du dessous pour finalement constituer la camisole. Donc ça, c'est un élément qui est un marqueur de notre territoire. Et puis, pour les Indiennes, en fait, on n'a pas de pièces qui nous montrent que ces tissus avaient effectivement été utilisés, notamment pour les corselets. Néanmoins, au musée de la Compagnie des Indes, il existe une petite brassière en fait, d'enfants qui indique que ces tissus mis cette grande échelle de temps en procédant finalement de façon inductive, c'est-à-dire qu'à partir des éléments qu'on connaissait bien de la fin du 19e siècle ou du milieu du 19e siècle, on a rebroussé chemin en croisant de nombreuses sources iconographiques et des articles scientifiques. Et donc voilà ce qui permet de justifier nos choix de création aujourd'hui. Merci. Je reviens peut-être sur les Indiennes, parce qu'on se posait aussi une autre question là-dessus. Vous avez parlé là justement que vous aviez constaté dans vos recherches que les Indiennes étaient vraiment utilisées pour le vêtement. Et est-ce que plus spécifiquement vous avez des sources sur l'utilisation dans un costume plus du quotidien puisque vous les utilisez plutôt dans quelque chose qui est du quotidien et pas forcément de cérémonie. Et est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Oui, alors on possède un article historique qui cite le dépouillement des inventaires après décès pour la période 1711-1729, et l'autrice de cet article indique que la part de la population pour lesquels il y a un inventaire après décès connu, qui possède des pièces d'indiennes, ne cesse d'augmenter tout au long du XVIIIe siècle. Donc ça veut dire que ces tissus sont répandus. Et aujourd'hui, il y a aussi des travaux assez récents qui montrent qu'il y avait un marché de première main, mais aussi un marché de seconde main. C'est-à-dire que quand les marins décédaient en mer, l'inventaire de tout ce qu'ils possédaient, leur harde, était établi de façon extrêmement précise, et même s'ils possédaient des tissus dits d'indiennes en trop grande quantité, par exemple pour confectionner un petit gilet par exemple, mais c'est pour arborer le mouchoir comme un mouchoir de cou, ce qui était très à la mode au XVIIIe siècle. C'était une pièce d'ornementation, c'était à rajouter sur un jupon par exemple. Et donc voilà différents éléments qui nous ont permis de nous dire qu'on pouvait, même quand on était de catégories sociales très modestes, se procurer ces tissus, soit sur des petites pièces, soit par le biais de la seconde main qui aujourd'hui est attestée. Merci beaucoup. On avait encore plein de questions, mais on est un peu arrivé au bout du chrono, donc on va arrêter la séance de torture. Merci à vous. Merci. Pour votre présentation. Merci.